Bonjour, je m'appelle Jean Crollet, je suis au sein du secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO, responsable d'une section qui s'intitule Recherche politique prospective, qui, comme son nom l'indique, gère des programmes que l'UNESCO conduit dans les sciences sociales et humaines avec deux interfaces très complémentaires. Une interface avec les communautés qui font les sciences sociales et humaines, les communautés de chercheurs qui produisent la connaissance, et puis une interface avec les utilisateurs des connaissances, notamment les gouvernements, puisque l'UNESCO est une institution intergouvernementale, mais aussi tous ceux au sein de la société qui peuvent tirer profit des apports des sciences sociales et humaines pour répondre aux défis d'aujourd'hui dans des domaines très divers, l'inclusion sociale, les transformations environnementales, les enjeux du numérique, les questions de paix, de gouvernance, d'inégalité et de justice au sein des sociétés, et les questions de la jeunesse, par exemple, sont parmi nos champs d'intervention. Alors, ce dont je voudrais vous parler, à propos notamment des questions de capital humain et de capital naturel, c'est une question qui a l'air faussement simple, mais qui en fait soulève toute une série de complications philosophiques, techniques, opérationnelles, qui est la question du rapport entre la valeur et les valeurs. On a coutume d'opposer ces deux notions, tant la valeur est associée à l'économie dans le sens le plus étroit, et les valeurs associées justement au refus d'une conception étroite et simpliste de la valeur. Et en général, quand les gens invoquent les valeurs dans une discussion sur l'économie, c'est précisément pour rejeter l'idée économique de valeur. Et on comprend pourquoi, et c'est tout à fait raisonnable dans la manière dont ces termes ont été construits historiquement, intellectuellement, mais aussi très pratiquement dans les dispositifs. Cependant, ça pose quand même un problème, parce que la valeur est un reflet des valeurs que nous avons. Nous attachons de la valeur aux choses parce que nous avons un schéma de valeurs où ces choses sont précisément valorisées. Et le capital humain me paraît un excellent exemple à cet égard. En effet, ce terme, capital humain, est devenu banal, même en français, depuis une trentaine d'années. Il l'était déjà avant en anglais, pour désigner l'idée selon laquelle les êtres humains, dans leurs différentes fonctions sociales, et notamment au travail, ne sont pas que des flux instantanés d'intrants. Quand quelqu'un travaille, son travail ne peut pas se décomposer de la même manière que pourrait se décomposer, par exemple, un métal ou une céréale entrant dans une chaîne de production. C'est la personne tout entière, avec des compétences qui sont d'ailleurs pérennes et renouvelables, qui entre dans un dispositif de production auquel il confère de la valeur, précisément, par son travail. Et d'ailleurs, la valeur ajoutée en comptabilité est partagée entre la rémunération du travail et la rémunération du capital sous différentes formes, reconnaissant ainsi la place qu'a le travail dans le processus de production. Mais d'où tout de suite un paradoxe. Si le travail est un capital, où est-il dans le bilan d'une entreprise? Où ces compétences accumulées des travailleurs, sans lesquelles il n'y aurait pas de processus de production, apparaît-elle à l'actif d'un bilan? Ce qui pose aussi la question, si c'est un capital, qui est responsable de son entretien? Comment sait-on si ce capital se maintient dans le temps ou se dégrade? Comment amortit-on les investissements dans l'entretien ou dans l'amélioration de ce capital? Et autant ces questions sont posées dans le débat public, à travers l'éducation, la formation continue, les conditions de rémunération des travailleurs, leur accès au développement de leur carrière et toute une série d'autres questions très très pratiques qui sont posées de manière quotidienne dans le débat public, autant au niveau de la comptabilisation, il y a une sorte de trou noir où ces questions disparaissent. Or, on le sait, on peut le regretter, mais on le sait tout de même, ce qui ne se mesure pas tend à être négligé. Et la mesure du capital humain, qui peut choquer certains, qui voudraient que, justement, on évite surtout de mesurer cela, parce que ça serait finalement anti-humaniste de le faire, la mesure du capital humain, c'est aussi une manière de donner de la valeur
à des choses qui aujourd'hui ne sont pas explicitement valorisées, et peut-être, pourquoi pas, de réassigner des responsabilités quant à l'entretien, au sens le plus large, de ce capital sans lequel il n'y aurait pas de processus de production. Alors, le capital naturel a un certain nombre de parentés avec le capital social à cet égard, même si les notions sont très différentes, bien sûr, et même si la relation entre l'humain, le naturel et les processus de production mériterait plus d'analyse. En effet, comme le capital humain, bien qu'on le désigne comme capital, le capital naturel a longtemps été négligé dans la comptabilité, aussi bien la comptabilité privée des entreprises que la comptabilité nationale. Or, on sait intuitivement qu'un certain nombre de nos processus de production produisent de la valeur marchande, du PNB, disons, pour aller vite, au prix d'une dégradation d'un capital naturel qui est pourtant nécessaire à la perpétuation de ce flux de richesse économique. C'est ce qu'on appelle durabilité, sustainability, depuis la parution du rapport Brundtland en 1987. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux que de simplement savoir qu'il y a un problème et être incapable de mettre des chiffres dessus. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de travaux depuis une quinzaine d'années dans le système international qui sont des travaux conduits par le PNUD, par exemple, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, par la Banque mondiale, par l'OCDE, par l'IUCN aussi, le réseau international des ONG chargé de la protection de l'environnement, qui vise, premièrement, à élaborer des méthodes qui permettraient de mettre une valeur sur ce qui, traditionnellement, n'a pas été valorisé. Et je prendrai à cet égard un exemple qui est peut-être le plus connu de tous, qui est l'avantage économique que les humains et leur système de production alimentaire tirent du travail gratuit des abeilles. Intuitivement, tout le monde sait que les abeilles nous sont utiles. C'est dit depuis très longtemps, d'ailleurs, il y a des pages dans Montaigne là-dessus. C'est pas un scoop. Mais à quel point nous sont-elles utiles? Peut-on mettre une valeur sur cette utilité? Et là, la méthode qui a été adoptée, qui est intéressante dans son esprit, et qui s'applique à plein d'autres domaines, c'est si nous n'avions pas les abeilles, et autres insectes pollinisateurs, ou d'ailleurs mammifères, ou oiseaux pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les insectes qui pollinisent, comment ça se passerait? Alors, on connaît le mot qu'on prête à Einstein, selon lequel, sans les abeilles, les humains en auraient pour 4 ans avant de disparaître de la surface de la Terre. En réalité, bien sûr, on trouverait des moyens technologiques de parer au plus pressé, et on polliniserait à la main, des mains humaines ou peut-être aujourd'hui des mains robotiques, ce que les abeilles ne pollinisent plus. Et on survivrait d'une manière ou d'une autre. Mais à quel prix, justement? Et c'est ça qui est intéressant. Et on peut chiffrer ce coût. Parce qu'on sait ce que ça coûte, la pollinisation humaine, parce qu'on a quelques exemples de filières agricoles où elle est nécessaire, et puis on peut chiffrer ce que ça représenterait, on peut faire des expériences, de polliniser un verger, par exemple, pour la production de pêche, pour prendre un exemple au hasard. Et la réponse, c'est colossal. S'il fallait faire ça à la main avec du travail humain, ça représenterait des dizaines de milliards de dollars chaque année pour assurer ce que les abeilles nous donnent en cadeau. Et bien sûr, s'il fallait construire des robots pour le faire, ça serait probablement encore plus cher. Donc, c'est pas simplement que nous dépendons des abeilles, c'est pas simplement que nous avons une responsabilité, par exemple dans l'usage des pesticides, de veiller à ne pas détruire les colonies d'abeilles, c'est qu'en plus on peut mettre une valeur économique très tangible sur les services écosystémiques, selon l'expression consacrée, que les abeilles nous rendent. Alors, bien sûr, il y a des gens qui trouvent ça choquant de mettre une valeur ainsi sur la nature, parce que on confond cette notion technique de valeur économique, qui n'est qu'un outil, qui n'est qu'une manière d'envisager les choses, avec la question plus générale des valeurs, y compris de la valeur dite intrinsèque, qu'on peut attacher ou attribuer à une entité naturelle, de type concrète, l'abeille, ou plus abstraite, comme le climat ou la biodiversité, ou que sais-je. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que, ne serait-ce qu'en termes de dramatisation du problème, le fait de mettre une valeur économique sur ces questions aide à penser un problème, et le problème il est très simple et il est finalement le même que dans le cas du capital social.
Où est-ce que ça doit apparaître dans le bilan de qui? Et du coup, qui est responsable de l'entretien dans le temps de ce capital une fois qu'on est désigné comme précieux? Et sur le cas du capital naturel, je pense qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits récemment, avec la production, par exemple, de normes comptables qui ne sont pas forcément adoptées encore, mais qui existent en tout cas dans les travaux techniques, qui permettent à une entreprise qui voudrait se donner comme mission de mesurer son empreinte écologique et de préserver le capital naturel dont elle a, pour des bonnes raisons, la responsabilité. Et à partir de là, on peut imaginer de nouvelles stratégies. Alors, ces stratégies sont souvent contestées, elles sont diverses, elles sont incertaines. J'en nomme juste une qui a beaucoup fait débat. C'est la question de donner la personnalité morale, juridique, à des êtres naturels, des fleuves, des montagnes. Ça a été fait dans un certain nombre de pays. La Nouvelle-Zélande étant pionnière en la matière. Ça choque parfois certains pour qui la notion d'un droit attaché à un être qui ne peut pas parler et exiger le respect de ses propres droits pose un problème presque philosophique. C'est un débat légitime, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que ces cadres juridiques répondent à la question de savoir si ce capital est précieux et s'il est mal pris en compte dans nos dispositifs de gouvernance, comment faire pour l'y faire rentrer? C'est une réponse possible à cette question qui est évidemment multidimensionnelle et complexe. Alors j'aimerais, pour clore ce petit entretien, prendre un exemple un petit peu différent qui répond à la même question finalement. Qu'est-ce que nous ne valorisons pas, que nous devrions valoriser, mais qui le fait d'une manière un peu différente. Et ça correspond d'ailleurs à ma propre trajectoire professionnelle, puisque je suis actuellement en train de quitter l'UNESCO pour m'investir dans un certain nombre d'activités autour de l'énergie renouvelable. Et l'un des problèmes qui apparaît tout de suite quand on s'intéresse à l'énergie renouvelable, c'est le problème de penser un système de production qui ne soit pas simplement le même système avec d'autres moyens, mais qui soit un autre système. Selon le slogan que j'adopte pour mes nouvelles activités, comment à la fois produire mieux, mais aussi consommer moins. Alors la notion de consommer moins est parfois associée à je ne sais quelle approche sacrificielle, où on demanderait aux gens de faire des efforts, peut-être des efforts indus pour sauver la planète. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'aborder les sujets, en tout cas ce n'est pas celle que j'aimerais privilégier. C'est plutôt que la question de consommer moins s'inscrit en fait dans la logique de produire mieux, et pas simplement produire autrement, du point de vue des intrants, faire des éoliennes à la place des centrales à charbon, ou que sais-je, parce que, dans le fond, si on raisonne en termes de valeur et si on parle de l'humain, personne ne tire profit ou satisfaction de la consommation d'énergie en tant que telle. Ce dont on tire profit humain ou satisfaction humaine, c'est des services qui sont rendus par la consommation d'énergie. La mobilité, la chaleur, la puissance pour faire tourner les machines, par exemple. Et si on arrive à avoir les mêmes services avec moins de consommation, c'est gagnant-gagnant. Le consommateur n'est pas lésé, puisqu'il a les mêmes services. Et les systèmes sont mieux préservés, puisqu'on consomme moins d'intrants, et notamment d'intrants soit irremplaçables, soit qui créent différents types de pollution, d'impact à travers la consommation. En général, on décompose cette notion de consommer moins en deux composantes, dont l'une est plutôt technique et l'autre comportementale, mais qui en réalité sont très très liées. Celle qui est technique, c'est l'efficacité, donc produire les mêmes services avec moins d'intrants à travers des machines au sens large mieux conçues. Et la sobriété, c'est ne pas consommer des choses qui n'apportent que peu de valeur à celui qui consomme, donc consommer moins par un ensemble de choix comportementaux qui préservent la satisfaction de la consommation et qui évitent simplement le gaspillage et les consommations inutiles. Par exemple, efficacité, c'est repenser les modes de chauffage pour qu'à température donnée d'un logement en interne, on consomme moins d'énergie. Sobriété, c'est baisser un petit peu le thermostat
et compenser le fait qu'il fait un peu plus frais en portant un pull ou en habitant autrement son logement. Et les deux choses ne doivent surtout pas s'opposer, elles vont ensemble. C'est à la fois du comportement et du système, et évidemment, les deux se codéterminent. Le problème que je trouve intéressant de ce point de vue-là, c'est comment créer des incitations économiques, comment créer un cadre dans lequel le fait de moins consommer soit perçu, comme elle devrait l'être, comme produisant de la valeur économique. Et le parallèle avec les abeilles est peut-être éclairant à cet égard. Quelle est la valeur que l'on produit en ne consommant pas? De même que la valeur que produisent les abeilles pour nous, c'est le travail humain qui n'a pas besoin d'être fait. C'est donc c'est l'inverse finalement d'un coût d'opportunité au sens des économistes. De même, quelque part, la valeur de la non-consommation, c'est la valeur des investissements évités pour y pourvoir à cette consommation qui n'a pas eu lieu. Ce sont les lignes à haute tension qu'on n'a pas besoin de construire ou de renforcer. Ce sont les centrales électriques dans lesquelles on n'a pas besoin d'investir. Ce sont les équipements qui se révèlent non nécessaires parce qu'on a repensé les systèmes de production et de consommation. Et donc, l'une des choses sur lesquelles j'aimerais travailler dans cet esprit-là, c'est réfléchir techniquement, comportementalement, mais aussi financièrement, sur cette structure d'incitation, d'intermédiation, qui permettrait que celui qui produit de la valeur en ne consommant pas, en ne produisant pas ou n'investissant pas, puisse matérialiser cette valeur à travers des instruments financiers au sens large qui donnent une juste récompense de l'avantage social produit. Il y a des choses qui existent dans ce sens-là, mais trop peu et de manière souvent pas très bien construite sur le plan institutionnel et qui ont souvent des effets pervers, comme les marchés de permis d'émission carbone, par exemple, qui ont mis pratiquement 15 ans à se mettre à peu près à fonctionner parce que le concept était finalement incohérent au départ. Il a fallu beaucoup d'expérience et beaucoup d'expérimentation pour qu'on arrive à faire fonctionner cela. Donc ça me paraît être un horizon très important, qui est vrai pour l'énergie, parce que ça m'intéresse à titre personnel, entrepreneurial, mais qui est vrai aussi pour beaucoup d'autres domaines, dont l'agriculture, dont le transport aérien, le tourisme et beaucoup d'autres domaines où les incitations inscrites de manière souvent impensée dans nos dispositifs à consommer quantitativement, parce que ça alimente la machine, pourraient s'inverser en incitation à ne pas consommer, non pas comme un sacrifice, mais comme la contrepartie d'une valeur sociale qui serait reconnue comme telle. Ça, c'est un horizon qui me paraît source de défis sur le plan technique, challenging, comme on dit en anglais, mais aussi extrêmement riche du point de vue à la fois de la réflexion très technique sur les rouages de l'économie et aussi de la réflexion très pratique sur les dispositifs à mettre en place pour que ça marche.